d'aliments hein, à cette heure-ci. Donc voilà, j'ai mis mon intervention sous le double patronage, bien sûr, de notre académie, mais également de Walt Disney et de Popeye, puisque vous savez tous que les fameux épinards de Popeye contiennent pas tant de fer que ça, et qu'en plus ce fer n'est pas aussi digestible qu'on vient nous le faire croire, admissible qu'on vient le faire croire. Donc j'ai mis ça sous cette double... sous ce double patronage et bien sûr abordant cette question, infox, fausse certitude, on est d'abord amené à se demander comment définir les infox. Alors je ne vais pas essayer de le faire parce qu'il y a un tas de définitions, mais j'ai bien aimé cette approche de Marc-Alain Ouagdine, qui est un philosophe qui doit avoir la soixantaine et qui parle du complexe de la pomme. Et j'assimile volontiers l'infox au complexe de la pomme. Et je vous lis avec vous, j'appelle complexe de la pomme cette attitude face au monde et au savoir qui donne lieu à la transmission de rumeurs, de préjugés, de on-dit, d'images, d'idées fausses, jamais vraiment réinterrogées et qui deviennent savoir populaire faisant office de vérité. Et je trouve qu'il y a là une très belle définition de l'infox et de ses conséquences. Pourquoi de la pomme? Parce que chacun d'entre vous savent sans doute que dans la Bible, personne n'a jamais parlé de pommes, que c'est une invention qui est arrivée beaucoup plus tard dans les textes vers le Moyen-Âge, et que nulle part on parle d'une pomme qui aurait apporté la connaissance et qui aurait conduit à finalement chasser Adam et Ève du paradis terrestre. Donc mon exposé est partagé en 5 grandes parties, une espèce de classification qui vaut ce qu'elle vaut, que je vous propose simplement pour organiser la présentation et après notre débat. J'identifie, moi, 5 origines dans les infox. D'abord, des chercheurs malhonnêtes ou incompétents ou en quête de notoriété. Alors, je suis prudent parce que je leur laisse le choix du qualificatif qui leur convient, ce qui m'évitera tout procès. Deuxièmement, des médias, et ça c'est extrêmement fréquent, qui transforment des incertitudes en certitudes, des responsables politiques qui font du tri sélectif au quotidien, des professionnels qui flirtent avec la désinformation, hein, ça existe aussi dans le milieu du système alimentaire, et enfin, et là j'irai très vite, des réseaux sociaux qui manient approximation et contre-vérité. Alors pour le premier point, des chercheurs malhonnêtes ou incompétents, l'exemple le plus emblématique, bien sûr, c'est celui des OGM. Vous êtes tous au courant de ça. 2012, publication dans Food and Chemical Toxicology du professeur Seralini, qui montre des photos horribles et dramatiques de rats avec des tumeurs. Peu importe le contenu, mais qui conduit à dire que le Roundup les maïs résistants au Roundup sont cancérigènes et qu'il y a un vrai danger. Bon, le professeur Seralini raconte ce qu'il veut. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toute la controverse qui a eu lieu sur cette publication qui a été mise au banc de la science. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que derrière, eh bien, il y a eu une infox qui a été en bande organisée. Puisque simultanément à cette publication, et même avant, que les scientifiques puissent y avoir accès, on a vu sortir dans Nouvel Observateur, hebdomadaire de grande diffusion, oui, les OGM sont des poisons. On a vu sortir le livre de Corinne Lepage, La vérité sur les OGM. Un livre de Seralini, Tous cobayes. Un film de Jean-Paul Joad, Tous cobayes, après l'étude choc sur les OGM. Et pour donner un petit peu plus de sérieux et de montrer qu'il y avait un complot pro-OGM, on nous a expliqué à l'époque que tous les travaux de Seralini, pour éviter que ces laboratoires soient détruits, on avait été obligé de mettre en place un nom de code in vivo. Donc c'est vraiment un système bien organisé et qui a, il faut le dire, remarquablement marché. Et néanmoins, ça a entraîné de la part des pouvoirs publics, soit nationaux, soit européens, de grandes études dont le montant, je crois, s'est tourné autour de 15 millions d'euros, dont les conclusions sont apparues l'année dernière, disant finalement, il n'y a aucun risque pour les hommes ou pour les animaux. Première publication. Deuxième publication, l'étude de Seralini sur les maïs OGM invalidés. Très bien. Donc le discours est clos. On pourrait le croire, mais non.
puisqu'à ce moment-là, le professeur Serralini, j'hésite d'ailleurs encore à l'appeler professeur, nous explique on détourne des fonds publics pour discréditer mes travaux. Et ça, c'est repris par tout le monde, par tous ceux qui sont anti-OGM. Vous voyez, ces travaux, mais c'est de la blague, ces travaux faits par l'Europe et par la France, on a fait ça pour détourner l'attention du public sur le fait que les OGM sont dangereux. Alors c'est pour ça que j'appelle ça, moi, un système en bande organisée et qui a été remarquablement emblématique, et remarquablement efficace et particulièrement emblématique de la manière dont on peut gérer une infox. Et comme je vous le dirai plus tard, quand l'infox est là, c'est de l'inox, hein, ça ne disparaît plus. Ça reste et on ne peut plus rien faire. Deuxième exemple, ah non, mais je termine encore parce que, plus grave, le 16 avril 2019 s'est tenu, à la demande du ministère de la Transition écologique et solidaire, un colloque. Comment savoir si les OGM sont toxiques? Point d'interrogation. Réflexion autour des résultats scientifiques. Bien sûr, je pense que dans le colloque, on aura expliqué, probablement, que le résultat montre qu'ils ne sont pas toxiques, bien que j'y étais pas et donc c'est pas sûr. Mais la manière de poser les questions montre qu'il y a encore un débat. C'est-à-dire que venant d'une instance, d'un ministère, alors que le problème est totalement réglé, après de nouvelles études dont je viens de vous parler, on pose encore la question, comment savoir si vraiment ils sont toxiques ou non? C'est-à-dire que le ministère de l'écologie, à son tour, relance le débat et entretient la confusion. Donc c'est assez dramatique. Donc cet exemple, bon, tout le monde l'avait plus ou moins à l'esprit, mais peut-être pas dans sa chronologie, est particulièrement parlant. Deuxième série, alors, bien, le professeur Joyeux, je mets ainsi parler le professeur Joyeux, il parle beaucoup, vous savez qu'il est compromis, je crois qu'on peut employer ce mot, dans une affaire récente de pseudo-essais cliniques. Alors, professeur Joyeux, que le monde qualifiait récemment comme un entrepreneur qui a réussi. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Il a failli être rayé de l'ordre des médecins, mais ça n'a pas été jusqu'au bout pour l'instant. Peut-être que ça va arriver. Et lui qui a... Bon, enfin, il fait des sous, finalement, sur le dos de la santé, et il est prêt à signer tous les livres. Alors, se soigner avec le chocolat. Alors, c'est formidable, le chocolat. Ça libère des addictions, ça stimule la mémoire, c'est celui qui l'écrit, ça stimule la mémoire et le cœur, ça régule le transit intestinal. Alors sûrement que le chocolat doit avoir des effets positifs avec le magnésium, etc. Mais on peut tout faire avec le chocolat. C'est tout juste et ça ne guérit pas du cancer. Et puis alors c'est assez subtil, cette communication de Joyeux, parce qu'il fait la préface d'un livre, Les mensonges et propagandes de Thierry Soucard. Vous savez, c'est un éditeur qui sort un tas de livres anti-tout, hein, et qui ont beaucoup de succès hein, comme auditeur. Et alors c'est assez subtil parce que le lait, il mélange le vrai du faux, du possible. Le lait, il y a des allergies, oui, c'est vrai. Il y a quelques personnes qui sont allergiques, il y en a beaucoup plus qui sont intolérantes, hein, mais il y en a quelques-unes qui sont allergiques. Atteinte aux intestins. Oui, si je suis sensible au lactose, ça me fait une attaque aux intestins par intolérance. Oui, il y a des travaux qui semblent montrer qu'un excès de consommation de lait, de très grande consommation de lait, pourrait peut-être avoir un effet sur l'augmentation de prévalence du cancer du prostate. Peut-être, mais tout le reste, risque de diabète, surpoids jusqu'à l'obésité, atteinte au système nerveux, aux articulations, aucun élément de preuve, aucun élément d'apporté. Donc c'est vraiment des communications, mais qui sont... C'est un des écrivains sur les questions alimentaires qui est le plus lu en France. Autre exemple, plus récent, j'y parlerai plus longtemps tout à l'heure, c'est les aliments ultra transformés, cette bouffe qui nous rend malade. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Moi, je parle d'un collègue de l'INRA, Anthony Fardet. Alors, je remarque un certain nombre de choses. D'abord, il signe ses bouquins « Docteur Anthony Fardet ». Tiens, voilà un médecin qui on va en prendre parce qu'il est médecin. Oui, non, mais il est docteur comme vous tous, il n'a pas une thèse. Et vous savez bien qu'en France, la culture ne fait pas signer un livre lorsque j'ai fait une thèse un jour, docteur. Et bien évidemment, c'est dans un souci de manipulation. Alors, c'est pas faux, mais c'est faux. Hein? Donc, c'est adroit, mais c'est pas un docteur, mais il se fait présenter dans les conférences, docteur Anthony Fardet, donc médecin. En plus, vous voyez le vocabulaire, hein, l'aliment ultra transformé, c'est l'alimentation industrielle
qui comprend des éléments cosmétiques. Alors là, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais il revient sur les chaînes en permanence. Alors comme il est anti-industrie, via l'attaque sur les aliments transformés, il est invité partout. D'ailleurs, j'ai vu pour nos collègues de secteur viande qu'il était invité à Clermont-Ferrand dans des conférences, c'est bientôt là, les semaines de l'élevage. C'est le nutritionniste de service qui va parler dans cette conférence sur l'élevage. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais c'est lui qui a été retenu. Deuxième piste de réflexion, les médias transforment les incertitudes en certitudes. Les aliments biologiques. Les aliments biologiques, là aussi, ceux qui suivent un peu l'information scientifique, ou à travers des journaux d'ailleurs, publication relativement récente dans un journal bien connu, association de la fréquence de consommation d'aliments biologiques avec le risque de cancer. C'est des travaux de nature épidémiologique à partir des résultats issus de la banque de données de Nutrinet. Très bien. Que disent les auteurs? Alors ça, c'est dans les interviews. Divers indices soutiennent cette piste, ne démontrent pas de lien. Il faut être prudent quant à leur interprétation. C'est l'un des auteurs. Que dit l'autre auteur? Nos résultats ont été présentés par les médias comme si on avait apporté une preuve. Notre étude est une étude d'observation. On ne peut donc pas parler de relation de cause à effet. On n'apporte pas de preuves. Voilà deux scientifiques qui font de l'épidémiologie et qui sont tout à fait corrects. Il n'y a strictement rien à dire sur ce qu'elles ont dit. On a trouvé une relation, de même d'ailleurs, vous le savez tous comme moi, qu'on trouve une relation entre la couleur de la peau et la consommation de riz en Asie. C'est très clair. Plus on a la peau jaune, plus on mange du riz, si on prend une statistique au niveau européen. Mais il n'y a pas forcément derrière des relations de cause à effet. Que se passe-t-il derrière? Le Monde. L'alimentation bio réduit sensiblement les risques de cancer. Il n'y a pas... on suspecte... Non, c'est une affirmation et c'est le titre de la première page du Monde. L'incertitude est devenue une certitude. BFM TV, c'est prouvé. Ouf, manger bio réduit de 25% les risques de cancer. Le Point, manger bio réduit bien, c'est-à-dire qu'on le savait déjà, mais maintenant on en a la preuve, le risque de cancer. Alors il n'y a que pour la science, manger bio réduit-il les risques de cancer? Point d'interrogation. Et dans l'article, il soulève les mêmes arguments que ceux que j'ai développés. Mais ça, c'est déjà un journal qui n'est pas du tout grand public. Plus grave, nos instituts. Est-ce que c'est de communication mal maîtrisée? Qu'est-ce que c'est? L'INRA, moins de cancer chez les consommateurs d'aliments bio. Il y a quand même un point d'interrogation, mais il faut le voir. L'INSERM, qui a fait un communiqué commun avec l'INRA, lui a supprimé le point d'interrogation. Moins de cancer, c'est les consommateurs d'aliments bio. Donc maintenant, je peux me dire, moi, ce que je veux, mais je vais, dans n'importe quel contradicteur, m'entendre dire, attendez, l'INSERM l'a dit, ça vient de l'institution. C'est pas moi, c'est moins de cancer. Donc c'est cette communication mal maîtrisée des instituts qu'on retrouve par ailleurs, à mon avis, est très grave. Et peut-être d'ailleurs notre académie pourrait essayer de dire quelque chose aux grandes institutions, parce que ce n'est pas correct. Autre exemple, Le Monde. L'agroécologie, c'est récent, peut nourrir la planète. Tiens, voilà, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est un grand débat. Voilà une affirmation, il doit y avoir dans le Sciences et Médecine du Monde toute une étude montrant les avantages, les inconvénients. Bon, je vais aller voir. Qu'est-ce que je vois? L'agroécologie peut nourrir 10 milliards d'humains. C'est un entretien, bon, très bien, de l'agronome Marc Dufumier. Alors moi, je respecte son point de vue, on peut en discuter. C'est-à-dire qu'on parle de la citation d'une personne, Marc Dufumier, connu pour ses positions, qui défend avec brio, bon, et ça devient une affirmation en première page. Donc, et là, c'est la première page du Monde, tandis que ensuite, ça vient en Sciences et Médecine, donc dans le tiré à part. Donc, une fois que j'ai lu ça, c'est une affirmation qui ne repose strictement sur le point de vue d'une personne. Donc, là aussi, il y a forte confusion. Les aliments ultra transformés. Alors là, il y a toute une série de documents. Je vous disais que j'allais y revenir. Le Parisien, un cancer dans la barquette.
France Inter, les aliments ultra transformés, cette bouffe qui nous rend malades. On peut continuer. Ça, c'est d'où ça vient, c'est France Inter. Les aliments ultra transformés augmentent le risque de cancer, augmentent le risque de mortalité. Donc c'est vraiment très fort comme affirmation, c'est des certitudes. D'ailleurs, vous verrez qu'on n'a pas défini, quand on dit ça, ce que qu'est un aliment ultra transformé. Donc ça vaut peut-être la peine de faire un petit crochet et de voir que cette classification dite NOVA, qui provient de travaux faits au Brésil à la fin des années, 2000, 2010 par là, 2009, je crois les premiers travaux, 2010, 2011, mais qui ont été réactivés par des publications 2017-2018, une classification des aliments. Bon, on peut toujours les classer, les aliments frais, les ingrédients culinaires transformés, les aliments transformés, bon, fromage, conserve, et puis des ultra transformés. Alors, ils ont eu beaucoup de peine à définir ce que c'était, et l'année dernière, le Brésilien, à l'origine de ces travaux, nous explique que il a fait un article « Comment identifier un aliment ultra transformé ?» Pour l'identifier, il s'agit de savoir s'il y a des ingrédients dedans, des additifs, du sel et des matières grasses. Et ça, c'est un aliment ultra transformé. Alors parmi ceux-ci, il y en a un nombre considérable. Vous voyez l'image, c'est pratiquement tous les 70% des aliments que nous achetons sont des aliments qui ont subi une transformation industrielle et qui, pour beaucoup d'entre eux, rentrent dans cette définition. Oui, mais si je regarde des biscuits qui sont tous des aliments ultra transformés, et que je regarde de quoi ils se composaient, je me rends compte que la valeur, les caractéristiques nutritionnelles de ce que j'appelle un biscuit, en fait, sont extrêmement différentes suivant les produits, et qu'il m'est totalement impossible de classer dans une même catégorie des produits dont les teneurs en fibres sont pratiquement nulles vont jusqu'à 250, je n'ai pas les unités, hein, les lipides extrêmement variables, le sodium aussi. Donc c'est un espèce d'amalgame de produits extrêmement différents sous un seul vocabulaire. D'où d'ailleurs l'intelligence de la communication. Je ne vais pas dire c'est tel ou tel aliment, non, c'est quelque chose que je définis très simplement, parce que si c'était difficile à définir, je ne pourrais pas les attaquer. Donc je le définis simplement et je me trouve en face d'un ensemble dont je vais dire beaucoup de mal. Ça, c'est la publication qui a été relancée en 2018. Hein. Cette nouvelle classification, on a regardé davantage, hein, c'est Monteiro, hein, ce Brésilien, qui nous dit, 10 ans d'études nous confirment dans l'idée que manger ces aliments ultra transformés, tels que je viens de vous les définir, sont dangereux, même très dangereux pour la santé. Il faut absolument les éviter. Un peu alerté par ces travaux. Fallait-il l'être? Pourquoi pas? Toujours dans le cadre des études sur les cohortes de Nutrinet, sort un papier, association entre la consommation d'ultra-transformés et les risques de mortalité chez les adultes. Bon. Vous voyez, c'est un peu c'est devenu la machine à tourner. Hein. J'ai des données, je fais tourner mes algorithmes et je sors des résultats. Mais les auteurs, il faut aller voir plus loin, ce que dit l'INSERM, là, suggère une association, des pistes d'investigation. Bon, ben, oui, peut-être, hein, ça mérite peut-être d'être creusé. Le journal de 13 heures ouvre sur France 2, 16 janvier. Consommation animale transformée, plus 10% d'augmentation, plus 10%, risque de cancer. Source, INSERM, INRA. Mais c'est-à-dire que l'INSERM et l'INRA ont fait un communiqué, et on a retrouvé ça, sans les points d'interrogation. Donc, à nouveau, peut-être faut-il que notre académie prenne contact un peu avec les dégâts que peuvent faire les instituts avec une communication mal contrôlée. Plus 10%. Mais on n'est pas que là. Et ça, c'est intéressant. C'est récent, le Midi Libre. Un adolescent qui ne mangeait que des aliments ultra-transformés a récemment perdu la vue, dès l'âge de 15 ans.
les problèmes de vision ont débuté ainsi que des soucis éditifs. Donc c'est ça c'est le titre. Hein. Ne mangez que des aliments transformés qui en êtes responsables. Ensuite, on creuse un peu. Et puis, on nous explique, oui, mais cet adolescent, il mangeait simplement des frites, des chips, du jambon, des saucisses et du pain blanc. Alors moi, je ne suis pas nutritionniste, je me suis dit, tiens, il y avait peut-être des vitamines qui manquaient quelque part. Et peut-être la cause, c'est parce qu'il ne mangeait aucun fruit, aucun légume, rien du tout. Non, ne mangez que des aliments ultra transformés. C'est ça qui est la cause de sa cécité. C'est-à-dire, attention, si vous mangez des aliments ultra transformés, vous allez devenir aveugle. Ah, tiens, intéressant. Et sourd, parce que je suis allé voir sur les réseaux sociaux. Il y a eu des réactions hein, là-dessus. Ils disaient, mais sourd. Ah non, non. Ah non, mais c'est pas sourd, c'est aveugle. Voilà. Donc il y a tout un débat qui a tourné dans les réseaux sociaux en disant, non, vous avez mal lu, c'est pas sourd, c'est aveugle. Hein, voilà. INRA, science et contact et impact. INRA, science et impact. Consommation d'aliments ultra transformés et risque de cancer. Et ça sont les travaux de Fardet, que l'INRA s'approprie en mettant sur le site de l'INRA. Alors ceux qui ne connaissent pas Fardet, hein, les Clermontois le connaissent bien, c'est un scientifique, c'est un chercheur, hein, c'est un chargé de recherche, allez, j'allais dire pas scientifique, un chargé de recherche, hein, qui n'a aucune écoute de la part de sa communauté scientifique de nutritionnistes à l'INRA. Aucune. Hein. Et ils sont tous totalement scandalisés, mais il est arrivé à se médiatiser. Hein. Mais l'INRA l'a repris, tel quel. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'y regarde, il y a une classification dite NOVA. Hein, si c'est très ultra transformé, je vais avoir une mauvaise note, je vais être dans 4, c'est très mauvais. Si ça ne l'est pas du tout, je vais avoir 1. Et puis, on a une classification dont vous avez entendu parler aussi, qui est Nutri-Score. Alors moi, je me mets à la place du consommateur, et je commence à avoir des problèmes. Parce que j'ai des aliments, Nutella, ils sont tous les deux mal notés. Très bien. Donc, je ne vais pas acheter, c'est dangereux. Mais je prends le beurre Président. Pour Nova, c'est bien. Pour Nutri-Score, c'est mauvais. Et puis, je prends des produits, c'est quoi? C'est une tarte Fleury-Michon. Pour Nova, c'est très mauvais. Pour Nutri-Score, c'est A. Et on va voir tout à l'heure ce qui se passe maintenant avec le fait que les consommateurs, sous l'emprise de toutes ces informations qui lui arrivent, n'est plus capable de faire de choix, et même les conséquences que ça a sur le système industriel, vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Alors je résumerai ce que Balzac écrivait en 1843. Il avait fait un petit bouquin sur la presse. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour le journaliste, tout ce qui est possible est vrai. Ça résume parfaitement. Hein. Moi, j'ai souvent dit que faisant la prospective, tout ce qui est imaginaire est imaginable. Hein. Oui, c'est vrai, puisque je l'imagine de l'imaginaire. Lui, pareil, le journaliste, tout ce qui est possible est vrai. Et ça, c'est pas nouveau, donc ça date de 150 ans. Hein. Donc vraiment, je ne découvre pas grand-chose avec vous aujourd'hui. Hein. Ça a déjà été noté et renoté. Des responsables politiques qui retiennent ce qui les arrange, hein, qui font du tri sélectif, je vous disais. Mathieu Orphelin, sur l'étude bio dont je viens de vous parler. Mathieu Orphelin, vous savez, qui était proche de Hulot, très proche. Hein. Une magistrale démonstration scientifique de ce qui sonnait comme une évidence, manger bio est bon pour la santé. Ça, c'est de l'étude Nutrinet dont je vous ai parlé, dont les auteurs nous disent, hein, on ne peut pas vraiment conclure, c'est des pistes à suivre, on verra. Pas de problème. Alors ça, c'est joli quand même. J'allais vous dire, moi, j'hallucine, là. 13 février 2018, le député Richard Ramos, vous savez, c'est un député qui est assez proche de l'agriculture et qui la défend souvent, qui a découvert, ou on l'a fait découvrir, ce tract de Villejuif qui date de 1976, pour ceux qui s'intéressaient à ce moment-là à ces problèmes s'en rappellent probablement. C'est un tract complètement apocryphe, hein, qui avait dressé toute une liste d'additifs extrêmement dangereux, selon eux, à l'entête de Villejuif. Je l'ai là d'ailleurs, voilà l'original, hein, distribué par l'hôpital de Villejuif, pensez à la santé de nos enfants. Mais là, je vous l'ai remis ici dans un état plus lisible. Hein. Je vous ai sorti une liste là, qui a été publiée par l'hôpital de Villejuif, brandit-il sur Europe numéro 1. Produits cancérigènes et produits dangereux. C'est Villejuif qui le dit. Et le pire de tout, c'est le 230, le 330. Le 330, l'acide citrique, le citron. Non, mais ça ne le gêne pas. 13 février 2018 pour un tract dont en 2016, en 1976, ça fait 43 ans,
il a été dit et redit que c'était un faux et que tout est... Non, ça ressort. Je vous disais que les infox étaient de l'inox. Hein, inépuisable. Ça ressortira. Vous croyez qu'il s'est excusé un jour? Il a sorti une liste qui a été publiée par l'hôpital de Villejuif. Je continue. Le glyphosate. Le glyphosate Roundup est dangereux, et mortellement dangereux, sortant des pesticides, nous dit Yannick Jadot. Alors pourquoi il nous dit ça? Bon, il doit bien avoir des raisons. Mais est-ce que, là encore, le glyphosate est objet de tri sélectif? Moi, je ne vais pas trancher, mais qu'est-ce que j'observe? J'observe que le Centre international de recherche sur le cancer a classé le glyphosate en possiblement cancérogène pour l'homme. Je constate que le comité joint... Alors, le Centre international de recherche sur le cancer dépend de l'OMS. Le comité joint FAO-OMS dit le contraire. C'est aussi l'OMS. Mais il dit le contraire. Mais on garde le premier. Et là, je vous ai mis toute une série d'institutions, l'EFSA européen, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Allemagne, tous nous disent non, on n'arrive pas à la même conclusion. Mais est mortellement dangereux. Donc, toujours, c'est cette notion de tri sélectif. On n'ouvre pas le débat, on ne veut pas l'ouvrir. Alors, vous voyez, je sors ça, c'est pas très sympa de sortir ça, parce que viande transformée est classée par le même Centre international de recherche, hein, cancérogène pour l'homme. Et le glyphosate, probablement cancérogène. Yannick Jadot devrait dire qu'il faut absolument interdire dorénavant toute commercialisation de viande transformée. C'est encore beaucoup plus dangereux que, oui. Je fais remarquer que dans la même liste, avec la viande rouge, il y a les boissons chaudes. Oui, oui. Donc, voilà, d'accord, merci. Merci. Donc oui, il y a viande rouge. La viande rouge est au niveau du glyphosate. Donc moi, si on se réfère à ces études, eh bien, il faut également... En plus, la viande rouge, je la mange, le glyphosate, je ne le bois pas, hein, en termes normaux, habituels. Bon. Alors, là-dessus, le problème, c'est que les uns parlent de risque et les autres de danger. L'organisation, le rapport de la réunion conjointe FAO-OMS peu susceptible de présenter un risque. On va dire qu'il y a peut-être un danger, mais peu susceptible de présenter un risque dans les conditions où c'est utilisé. Canada, Santé Canada, présente un risque, ne considère pas que le glyphosate présente un risque compte tenu des concentrations auxquelles ces derniers sont exposés. Alors oui, mais il y a une petite nuance entre danger et risque. Alors le danger et risque, moi je vous l'ai illustré là. Un avion, c'est extrêmement dangereux, parce que s'il s'écroule, je meurs. Donc il y a un risque mortel de prendre l'avion. Et pourtant, c'est le moyen de transport très sûr. Le risque est extrêmement faible. Alors j'ai un autre petit exemple que j'aime bien aussi. C'est qu'un lion, c'est extrêmement dangereux, mais si il est dans une cage, le risque est nul. Donc on peut... Alors là-dessus, on a un problème, c'est qu'il y a le danger, le risque, il y a la gestion du risque, on ne va pas pouvoir développer, mais ça... et puis la perception du risque par le consommateur. Et en fait, le consommateur qui perçoit qu'il y a peut-être un risque le transforme en danger. Donc il s'abstient. Alors ça a été compliqué par le fait que le tribunal administratif de Lyon, bien sûr, beaucoup se sont emparés de cette décision, a annulé l'autorisation de mise en marché du Roundup. Hein, c'est 15 janvier 2019. Estimant, non pas que le produit était dangereux, non pas disant qu'il y avait des risques, mais disant que l'ANSES, dans son travail, avait fait une erreur d'appréciation au risque du principe de précaution. Donc ensuite, on peut bien sûr commencer à gloser sur le bon usage du principe de précaution. L'ANSES contestant d'ailleurs le fait de ne pas l'avoir bien pris en compte, mais ça, je ne vais pas rentrer dans cette discussion, on va laisser ça entre la justice et l'ANSES. Mais la condamnation de l'annulation d'autorisation n'est pas due au fait que le produit serait dangereux, il est dû au fait que l'ANSES n'aurait pas appliqué la Constitution finalement, hein, puisque ce principe est dans la Constitution. Autre exemple, ben oui, les professionnels, bon, qui sont très malheureux,
de voir leurs produits attaqués, mais ils ne sont pas toujours exempts de toute critique. Hein. Quand je vois un pain de mie nature, ce qui est complètement légal parce qu'il n'y a aucune norme qui régisse l'utilisation du mot nature sur un aliment. Donc je le prends, j'ai tout à fait le droit de l'appeler nature. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la farine, bon, il faut bien pour faire du pain. De l'eau, du sucre, un peu d'huile, bon, des levures, du sel, du gluten de blé, mais derrière, un conservateur, un humidifiant, un agent de traitement de la farine, des diglycérides, des propionates de calcium. Ben, le consommateur, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Si je regarde l'étiquette, on me dit que c'est nature, qu'est-ce que ça veut dire pour moi un pain nature? Ben, ça veut dire qu'il est fait avec de la farine, de l'eau, des levures, peut-être un peu de gras parce que c'est un pain de mie, et puis voilà. Non, il y a un tas d'autres choses. Les professionnels qui utilisent le mot nature pour vendre des produits parce qu'ils savent que ce qui est naturel se vend bien, mais qu'eux, ils ne fabriquent pas de manière, je mets 6 guillemets de chaque côté, naturellement leurs produits, trompent volontairement le consommateur, et donc ils sont un peu coupables. Yuka, alors ça c'est tout à fait intéressant. Yuka, 11 millions de déchargements sur les smartphones en France. 11 millions. Ça ne veut pas dire qu'il y a 11 millions de personnes qui l'utilisent. Vous savez, Yuka, c'est une application que vous pouvez mettre sur votre smartphone, vous scannez le code barre et vous avez une note. De quoi est faite la note? La note, elle est faite 60% de la qualité telle qu'elle est évaluée sur Nutri-Score. 30% de la présence d'additifs nocifs. Oui, mais qui a déterminé que ces additifs étaient nocifs ou pas nocifs? Ben, la référence est un bouquin, Ne mangeons plus d'additifs. Il les a trouvés là-dedans, il y a une liste, donc ils ont récupéré cette liste sans aucune évaluation. 10% label bio. Je veux dire que donc je mets 10% parce que bio c'est meilleur pour la santé. Alors j'ai pris un produit qui est quand même intéressant parce que c'est un produit qui est bien noté pour ses calories et mal noté pour le sucre. Alors je ne sais pas trop pourquoi, et en plus c'est le sucre qui apporte une grande partie des calories. Alors ce qui est tout à fait intéressant dans cette... Alors comme c'est simple, c'est vrai. Hein, je scanne, j'ai le résultat, ben, il n'y a pas de discussion, c'est clair, c'est net, c'est précis, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui se passe, c'est que l'application a un tel succès. Alors ça, c'est Didier Majou, qui n'est pas là, mais qui m'expliquait ça hier. Ça a un tel succès, notre confrère, hein, Didier Majou, ça a un tel succès que les distributeurs, les grandes chaînes de distribution, sont en train d'essayer d'adapter leurs produits pour que Yuka leur donne une bonne note. Ah oui, mais s'ils adaptent leurs produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se retournent vers les fabricants, vers l'industrie alimentaire pour leur demander de changer leur formule de manière à ce que Yuka ait une bonne note. Alors voilà une application dans laquelle vous avez 3 personnes au départ, qui sont tous sauf nutritionnistes, qui a un grand succès, qui donne des résultats que personne n'a validés, aucune équipe gouvernementale, enfin le ministère de la Santé ou de l'Agriculture, de l'ANSES, personne n'a validé, qui a un tel succès qu'elle commence à avoir un effet sur la manière dont les industries alimentaires font leur formulation. Vous rendez compte le système dans lequel on est rentré dans la désinformation et des conséquences que ça peut avoir. Le consommateur étant roi, non, c'est plus le consommateur. Le client étant roi, celui qui achète, celui qui me fait gagner de l'argent, comme il utilise l'application, je vais lui servir des produits à tel point qu'il y a des industriels qui augmentent le nombre d'additifs dits non nocifs, en essayant de supprimer ceux qui sont... Ils en ont un dit nocif, ils en mettent 4 dits non nocifs pour remplacer et avoir une bonne note. Donc on est dans un système, pardonnez-moi, mais complètement pourri et gravissime parce que ça va continuer ça va continuer. Alors on ne sait plus où on va. Alors évidemment, Yuka, il se fait de l'argent puisque maintenant, il vend des programmes nutrition pour 60 €, 10 semaines de formation, 40 semaines, je ne sais pas, ici, un accès, vous pouvez accès à un nutritionniste dédié. Donc maintenant qu'il est rentré dans le système, il devient une pompe à fric. Hein. Ça va être le conseiller national de tous les gens qui ont des questions sur la nutrition. Et ça, c'est un autre exemple. Je me suis amusé, vous connaissez... Tout le monde, bien sûr, connaît Comme J'aime maintenant, hein, parce qu'il y a une telle publicité. Alors moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais leur téléphoner. Hein, vous avez le numéro 0800 015 015, c'est gratuit. Hein, j'ai téléphoné. Alors j'avais regardé un peu ce qu'ils vendent, et puis j'ai téléphoné, j'ai dit, mais dans vos compositions d'aliments, il n'y a pas de vitamines. Je tombais sur une fille. Ah, mais ne vous inquiétez pas, les vitamines, c'est dans l'eau minérale.
C'est là que vous allez... Ah ben j'ai dit, ah bon? Oui, 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 c'est là que ça... Ah bon, très bien. Et puis j'ai fait un autre essai, j'ai rempli le test. Parce que alors bon, je peux tout vous dire, hein, je fais 1m80, 82, je fais 82 kilos. Et je leur ai dit, je vais maigrir de 15 kilos. J'ai rempli le test, hein, pour arriver à... Pas terrible, hein? Bon. Réponse. Monsieur, nous avons exactement ce qu'il vous faut. Voici le régime que nous pouvons vous proposer. Nous vous garantissons que vous allez perdre votre 13 kilos. Bon, il y a quand même un problème là aussi. Des réseaux sociaux qui manient approximation et contre-vérité. Alors j'ai simplement mis ça pour m'amuser, mais le soja, un super aliment. Et en plus, c'est formidable, il contient des phytoestrogènes, vous vous rendez compte, il faut en manger beaucoup. C'est bon, c'est n'importe quoi. L'ail pour lutter contre le cancer, mais à condition de manger cru et haché. Les myrtilles, enfin voilà. Bon, ça j'insiste pas, mais c'est simplement... le citron est 10 000 fois plus efficace qu'une chimiothérapie. Congelé. Enfin, s'il n'est pas congelé, ça ne fonctionne pas. Hein. Alors il y a quand même eu, non, le citron ne guérit pas du cancer, il y a le National Center for Health Research qui a essayé de faire quelque chose. Oh, je veux pas. Alors il y a l'ANIA qui essaye de lutter contre ça, qui a mis en place Alimentation Info Intox, mais je leur ai dit, ils ne sont absolument pas audibles. Ce n'est pas la peine qu'ils mettent un site Alimentation Infox. Ils peuvent dire n'importe quoi. Plus ils en diront, moins on le croira. Et ils sont capables même de soulever des questions que les gens ne sont pas soulevées. Donc, de mon point de vue, c'est une erreur de communication. Bon, enfin bon, je ne suis pas spécialiste. Hein. Alors, je termine par quelques matières à penser. En anglais, ça se traduit food for thought. J'ai trouvé que ça convenait bien. Hein. Donc, ça, c'est des petites questions qu'on aurait pu donner au bac, hein, en philo. Alors ça mériterait d'être développé, mais on n'a pas le temps. Les valeurs universelles de la raison sont-elles en train de disparaître derrière les infox, hein? Voilà, on peut faire une page là-dessus. Le rationalisme peut-il combattre un comportement irrationnel? La réponse est probablement non, mais je laisse la réponse aux philosophes chez vous, d'entre vous, là, qui m'enverraient la page. Se référer à la science a-t-il un sens? Devons-nous douter avant de croire? Ah ben ça, c'est une question intéressante. Hein. Devons-nous douter avant de croire? Probablement. Hein. D'ailleurs, nous sommes tous, est-ce que nous sommes croyants ou est-ce que nous sommes connaissants? Lorsque je vous dis, ou lorsque vous me dites que la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée, est-ce que vous êtes sachant ou est-ce que vous êtes croyant? On vous l'a enseigné? Vous croyez à certains enseignements? Mais vous êtes incapable de le démontrer. Enfin, moi, j'en suis strictement incapable de dire comment on arrive à cette conclusion. Hein. Donc, parfois, on est entre les deux. Le vrai est-il devenu l'apanage des réseaux sociaux et des marchands de doute? Et est-ce que l'élite intellectuelle ont perdu toute légitimité? Ben, on peut se demander parfois. Il faut dire que les politiques, et qui peut-être en feraient partie, ne nous aident pas. Une autre série de réflexions. On observe que les infox, elles touchent surtout les problèmes de santé des hommes et de l'environnement. Et plus généralement, tout ce qui est sur le vivant. Et même lorsqu'on met en cause la circulation automobile, on la met en cause parce qu'elle génère des problèmes de santé ou des problèmes environnementaux. Donc les deux points clés, c'est la santé et l'environnement. C'est là qu'on trouve les infox. Le traitement médiatique Alors il y a un autre problème, c'est que le traitement médiatique des sujets polémiques met sur un pied d'égalité de discours. À la télévision, on va trouver l'anti-aliment transformé, ça sera fardé, puis on va trouver Gérard Pascal, hein, de l'autre côté. Gérard Pascal, d'ailleurs, il a 10 000 nutritionnistes qui pensent la même chose que lui. Fardé, il y en a 10. Mais dans le débat, ils sont face à face, c'est un contre un. Donc ils ont le même poids dans le débat médiatique, c'est un sujet. Les infox sont des origines politiques, idéologiques, mercantiles, narcissiques. Et puis, bien sûr, il faut quand même, dans ces débats, faire des différences entre des gens qui se trompent, parce qu'ils ne savent pas, mais c'est pas, tout le monde a le droit de se tromper, mais de l'infox, dont je vous disais tout à l'heure que l'aspect le plus emblématique, c'est celui des OGM, où c'était un système construit pour tromper. C'est particulièrement prégnant dans le domaine alimentaire. Pourquoi? D'une part parce qu'on est ce qu'on mange. On ne veut pas mettre, aucun parent ne veut prendre la moindre risque sur la santé de leurs enfants ou de leurs bébés.
hein. Donc il y a une prudence qui est exacerbée. On me dit que c'est peut-être... J'ai entendu dire que c'était dangereux, je ne vais quand même pas le donner à mes enfants et je peux comprendre, hein, cette réaction. Donc on est exacerbé. C'est bon parce que c'est naturel. Oui, ça résout tout, hein, bien sûr. C'est le rejet du chimique, hein, on ne va pas développer. Là aussi, ça mériterait tout un développement. L'agro-industrie, bien sûr, privilégie sa rentabilité aux dépens des consommateurs et de la planète. Ça, c'est très clair. Et puis, beaucoup de scientifiques, et beaucoup d'entre vous, hein, sont les porte-parole de l'agro-industrie. Hein. Il y a des conflits d'intérêts. Et quand un politique me dit ça, je pense toujours que, si je ne me trompe, c'est eux qui déterminent leur niveau de retraite et que peut-être là aussi il y a un conflit d'intérêts. Hein. Alors que lutter contre les infox, ben, c'est beaucoup plus facile. Hein. Je vous disais, les infox et de l'inox. Hein. C'est beaucoup plus facile de lancer une infox que de le combattre. Une fois que c'est parti, on ne sait plus comment l'arrêter. Hein. C'est comme une voiture qui lâche ses freins, hein, dans une pente, elle est partie, on ne sait plus comment l'arrêter, elle arrivera jusqu'au bout. Alors comment faire? Là, c'est tout un travail qu'il faudrait avoir en interne. Hein. Bon, certainement, il faut arriver à identifier l'origine et pourquoi on lance l'infox, quels sont les intérêts qui sont en jeu. Décrypter le cheminement. Identifier quels sont ceux parmi nos compatriotes qui sont les plus réceptifs. Ce n'est pas forcément les moins cultivés. Toujours bâtir un dossier scientifique très solide avant de lutter contre une infox. On n'est jamais très pressé, à mon avis. Hein. Expliquer différence entre danger et risque, et après, comment s'approprier les réseaux sociaux. Oui, parce que tout passe par là. Comment y rentrer? Ben, moi, je ne sais pas. Je crois que personne ne sait bien, d'ailleurs, comment y rentrer pour... peut-être les Russes, peut-être. Hein, j'ai l'impression qu'ils sont assez doués. Mais bon. Je termine par ça. Gaspillage alimentaire et le complexe de la pomme. Alors tous, vous avez en tête, un tiers de la production mondiale est aujourd'hui perdu, à peu près, 1,3 milliard de tonnes. On transforme ça d'ailleurs en effet de serre, est perdu à un stade ou à un autre de la chaîne alimentaire. C'est un document de la FAO 2011, repris partout, par l'INRA, partout. Dans le dernier rapport d'activité de l'ADEME, 2018, pareil. Qu'est-ce que nous dit ce rapport? Et à ma connaissance, mais si vous en avez d'autres, vous me le transmettrez parce que je suis vraiment preneur, il n'y en a pas d'autres. C'est un rapport qui date de 2011, qui a été fait par une équipe suédoise à la demande de la FAO, et que dit à la fin de son rapport la FAO, le rapport, en raison d'un manque suffisant de données, les résultats de cette étude doivent être interprétés avec la plus grande précaution, et quand des données sont disponibles, elles sont souvent peu fiables. C'est néanmoins ce rapport qui est à l'origine du 1,3 milliard et de plus de 30% de pertes. Et à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Mais si vous en trouvez, j'en ai cherché, j'en ai demandé à tous ceux qui ont travaillé le sujet, personne ne me les a trouvés. Si vous le trouvez, je suis vraiment preneur. L'ADEME, dans une étude récente, a conclu à 18% pour la France. C'est un chiffre, je pense, assez solide. Et récemment, 2018, une étude assez conséquente, bon, je ne suis pas trop capable de l'analyser, mais vous lisez, hein, une estimation précise sur des pertes au niveau européen, hein, et au niveau global, n'est pas disponible. 2018. C'est-à-dire que personne ne sait réellement quelles sont les pertes sur lesquelles on bâtit toute une politique, parce que c'est repris par tout le monde, et personne, j'ai l'impression que personne n'est allé à l'origine du texte. Et vous savez quelle est la méthodologie? Je vais vous l'expliquer, elle est très simple. Elle prend pays par pays dans le monde. Je regarde les statistiques du pays, par exemple en Namibie, hein, ou en Éthiopie, ou en Indonésie. Je regarde les statistiques. Production, exportation, importation, consommation. Alors, je calcule production moins exportation plus importation, c'est ce que j'ai à consommer. Consommation, c'est ce que j'ai consommé. Je fais la différence, c'est les pertes. C'est comme ça que ça a été calculé. Mais tout le monde sait que ces statistiques, personne ne les a. Hein, sauf peut-être pour quelques pays comme la France. Très peu de pays ont des statistiques fiables sur ces questions-là. Ça n'existe pas. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils nous expliquent que les données sont peu fiables. Hein, on nous a demandé un rapport. La FAO nous a payé pour le faire. Et c'est devenu d'ailleurs un rapport de la FAO, alors que c'est un rapport à la FAO.
qui n'est pas tout à fait pareil. Même chose d'ailleurs sur les insectes. Comme vous savez tous, il y a 2 milliards ou 2,5 milliards d'habitants sur Terre qui se nourrissent d'insectes. On trouve ça maintenant, on en parle de plus en plus, ça va être la solution de demain, puisqu'il y en a 2,5 milliards qui se nourrissent, pourquoi pas 7 milliards ou 8 milliards? Ah oui, mais nuance, c'est pas se nourrissent, c'est mangent. Vous savez, en France, les Français mangent des escargots, ils ne s'en nourrissent pas. Mais c'est exactement la même chose. Dans beaucoup de pays asiatiques, on grignote de temps en temps un petit scorpion grillé, hein, mais on ne s'en nourrit pas du tout, on en mange. Hein. Donc vous avez, d'ailleurs tous dans votre vie, vous avez dû une fois avaler un insecte, hein, vous en avez mangé. Mais vous ne vous en nourrissez pas. Donc entre se nourrir et manger, là aussi, il y a une certaine désinformation. Voilà. Alors pour terminer, je vous propose d'abord, bien sûr, d'aller, pour en savoir plus, hein, sur tout ce qui est vrai et faux, le grand livre de notre alimentation, hein, le fruit de 25 de nos experts de l'Académie, hein, que vous trouvez, je crois, en vente là où vous voulez, dans les... Y compris ici. Comment ? Y compris avec les... Oui, justement, c'est ce que je dis. Là, il suffit de monter un étage et puis vous les trouverez à votre disposition pour la modique somme de 23 €, je crois. Quelque chose comme ça. 23,90 €. Ah, ça fait la différence. Et puis, je vous propose aussi, alors, le petit livre, le tout petit livre de l'alimentation, hein, c'est ce que j'avais écrit l'année dernière. En fait, c'est 60 questions auxquelles je réponds par oui, non, discutable. Donc, il y a certains, je dis c'est oui. Certains, je dis c'est non, et les autres, j'ouvre le débat parce que je considère que c'est discutable, parce qu'on ne sait pas tout. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir consacré votre début de matinée. On disposait d'1 heure, on a au moins 5 minutes pour une discussion si vous le souhaitez. Et alors, je suis preneur, moi, de toute information complémentaire pour enrichir cette intervention. Une revue. Ah oui, c'est l'AFIS, Association française d'information scientifique. L'AFIS, oui. Il y a d'ailleurs des gens de l'Académie d'agriculture qui écrivent des articles dedans. Vous recevez 6 revues par an pour la modique somme de 50 €. Et dans tous les domaines... Comment ? Voilà une désinformation qui est corrigée. Bon, enfin... Vous êtes dans la FIS ? Mais c'est une erreur, c'est pas une intox. Le 50 €, je confirme, quand, madame a des... Il y a des tarifs spéciaux pour les... Bon. C'est 45 € quand on croit qu'il y a une diffusion. Bon, enfin, je vous laisse aller voir la FIS. Merci. La FIS, c'est un truc intéressant. Malgré tout, moi, il m'est arrivé d'écrire une fois ou deux là-dedans. Parfois un peu trop de certitude, je trouve, dans la FIS. Parfois un peu trop de certitude, jamais le moindre doute. Jamais. Et de ce fait, vous savez, moi j'ai un grand principe. Lorsque je veux dire que le bio, c'est pas forcément. Dire que. Qu'est-ce que je veux dire ? Que le bio, c'est pas forcément la panacée. Je dis toujours qu'il y a quelque chose de bien. Parce que si je dis qu'il n'y a aucun intérêt dans le bio, personne ne m'en occupe, va m'écouter. Donc je prends toujours la précaution de dire, dans le bio, il y a quand même des choses bien. Hein, et à ce moment-là, je peux sortir toutes mes critiques. Mais si je ne sors que des critiques, je ne suis pas entendu. Et la FIS a un peu le défaut de ne sortir que des critiques, n'est pas très nuancé, si je peux me permettre. Voilà. Mais c'est mon point de vue personnel. La FIS dit la vérité, madame qui est autrice aussi. Alors je m'excuse, effectivement, c'est 50 € parce que je m'abonne toujours pour 2 ans. Voilà. Donc, madame a raison. La FIS est un peu trop, de mon point de vue, et ça apparaît, un journal de sachants. Voilà. Mais ceci étant dit, c'est tout à fait intéressant tout ce qu'il y a dedans, c'est sûr. Et comme j'avais fait un article, moi j'en ai eu pendant 5 ans gratuitement. Ouais, voilà. Donc c'est une autre solution pour ne pas payer. Hein. Oui, bien sûr. Oui, autre question. Oui, sur les produits transformés ou ultra transformés, le PNNS recommande fermement, dans les 10 recommandations, me semble-t-il, du nouveau PNNS, de limiter fortement la consommation de produits ultra transformés.
Je comprends de votre propos qu'en fait, il y a une mise en bloc de tous les produits ultra transformés alors qu'il conviendrait d'en cibler que quelques-uns. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris de votre analyse à vous? Et si oui, est-ce que vous avez échangé sur ce point avec Serge Herzberg ou les autres scientifiques qui sont à l'origine de... C'est pas très facile d'échanger la contradiction avec Serge Herzberg. Hein. Ceux qui ont moi, j'ai eu des débats avec lui. Hein. Il est très clair dans ses positions. Moi, ma position là-dessus, c'est de dire qu'il y a encore des aliments d'origine industrielle qui ont trop de sucre, trop de sel, trop de gras. Il y a eu un grand effort qui a été fait, suite aux études d'ailleurs du PNNS, pour diminuer ça. Ça va dans le bon sens. Il y en a encore. Mais par contre, moi, je ne vois pas, il n'y a pas le moindre élément, en fonction de ce qu'on emploie de l'ANSES, pour cibler spécifiquement certains additifs qui rentrent dans 30% dans la note. Et il n'y a aucun élément sur le plan nutritionnel qui permet de donner un bonus parce que c'est bio. Il n'y a aucun élément. Donc, mon point de vue, c'est que... Alors, les produits qui posent problème, c'est les produits cuisinés, hein, prêts à l'emploi, qui représentent actuellement 4% des ventes des produits alimentaires. Hein, c'est 4% les produits cuisinés. Là, il y en a qui ont un peu trop de sel, un peu trop de gras, un peu trop... Je suis d'accord. Donc, il faut continuer à aller dans le bon sens. Mais mettre au pilori... Si on met au pilori... Le problème du PNNS, si vous me dites, moi, je n'ai pas vu ces dernières recommandations, qui sont favorables à la qualification des aliments ultra-transformés, il faudra qu'ils fassent attention que ça ne soit pas en opposition avec leur note Nutri-Score. Parce qu'il y a des aliments dits ultra-transformés qui ont une très bonne note Nutri-Score. Donc, je ne sais pas comment ils se débrouillent après. Hein. Ça, c'est dans leur tête, il faut leur demander. Hein. Donc, si vous étiez le professeur Herzberg, je dirais comment ça tourne chez vous. Hein. Voilà. Je pense qu'ils avaient un enjeu de simplification. C'est toujours la même chose dans les messages de santé. Oui, mais à force de la santé, c'est pas simple. Et le problème, il faut passer... Bon, dans la section 8, on est à peu près tous d'accord de l'Académie pour dire le problème, ce n'est pas l'aliment, c'est la composition de la ration alimentaire. Le beurre est classé rouge chez Herzberg, hein, dans Nutri-Score. Personne ne va vous... Alors, si on dit ça, Herzberg dit oui, mais le rouge, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre. Ah oui, mais d'accord, mais moins un feu rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas passer. Donc à ce moment-là, il fallait mettre d'autres couleurs. Il y a un petit problème. Ceci étant dit, c'est un train de... Alors, Victoire, l'industrie commence à l'utiliser. Ben oui, bien sûr, puisque les consommateurs le réclament. Et les distributeurs le réclament, donc bien sûr, l'industrie le réclame. Vous savez, c'est ce qui s'est passé pour les OGM. Nestlé et Danone avaient déclaré on n'utilise pas d'OGM. Ah, puisque Nestlé et Danone n'utilisent pas d'OGM, ça veut dire que c'est dangereux. Ben non, ça veut dire qu'ils répondent à la demande du consommateur. Oui, il y a une question au fond, ce sera la dernière, je suis désolé, parce qu'on doit essayer de garder l'horaire. Je voudrais juste faire deux remarques. Attends le micro, Gilles, attends. Les articles de presse, le décalage qu'il peut y avoir entre le titre de l'article et le contenu de l'article. Eh ben, vous savez pourquoi? Oui. C'est que ce n'est pas le même qui l'écrit. Ben, c'est le rédacteur en chef qui fait les titres et le journaliste qui fait l'article. Voilà. Et deuxièmement, vous parliez de l'INRA tout à l'heure, où on voit des titres qui ne correspondent pas au contenu de l'étude. C'est le cas de beaucoup d'organismes de recherche où c'est le responsable de com qui fait le titre du communiqué de presse et c'est lui qui interprète avec sa propre sentiment l'étude elle-même, mais sans que c'est forcément un rapport avec ce qu'il y a dedans. Il y a le même décalage entre le rédacteur en chef et le journaliste et le responsable de com et les auteurs de l'étude. Ben, le problème du responsable de com, c'est qu'il est quand même sous la juridiction du directeur général. Alors qu'il fasse une bêtise une fois, je veux bien. Est-ce qu'il le regarde? Voilà. Donc je disais, il faudrait peut-être que l'Académie se rapproche d'eux. Pour information, le 13 mai, nous aurons une séance sur évaluation du risque et recherche qui abordera ce problème-là. Sur Bien, écoutez, moi je ne vais pas conclure, parce que c'est le président qui va conclure, mais vraiment merci à Pierre Feuillet, parce que vraiment, vous avez vu là, une passion, connaître, et on sait que la science, c'est quand même le moyen d'approcher la connaissance. On sait qu'il faut quand même avoir le doute et de savoir qu'on ne connaît pas encore tout, donc c'est normal que la science soit toujours en marche. Économie comme ambition transmettre, bon, et c'est pourquoi que l'Académie se positionne vraiment comme par rapport aux fausses rumeurs, par rapport à ce que fausse fausse information, parce qu'une rumeur c'est parfois déjà une fausse information, c'est comment on peut
introduire je dirais, au moins une situation, des faits, des explications qui sont connues et non pas ce que Pierre Feuillet a vraiment mis en exergue, toutes ces déformations, et on voit comment le process se transforme et comment on arrive à tous ces réseaux, ces politiques, ces responsables. Donc merci vraiment Pierre. Je peux faire une petite remarque à mon tour, toute petite sur cette question, parce que je suis rarement au milieu de vous, sur les problèmes de communication et de communication de l'académie. Il me semble que parfois, celui qui reçoit cette information ne sait plus si c'est une communication institutionnelle de l'académie, si c'est une communication d'un groupe de l'académie, si c'est une communication d'un individu de l'académie. Et à force de trop communiquer, on risque de brouiller, me semble-t-il, un peu les messages, et qu'on a parfois suffisamment de temps pour réagir à certaines questions, pour que je crois qu'on a quand même intérêt à que la communication soit une communication de l'académie sur ces questions d'Infox, et non pas une communication d'un petit nombre de collègues qui forcément sont marqués par ce qu'ils font. Donc je me permets ça parce que je vois arriver, et Dieu sait si je me réjouis des progrès qui ont été faits en communication par l'académie, hein, mais il sort tellement d'informations et tellement vite qu'elles n'ont même pas le temps d'être commentées par les membres eux-mêmes de l'académie, que c'est déjà sorti, et même sous le nom de notre rapport.